Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Pauline Tranchant. Donc je suis responsable des parcours d'accompagnement à Coco Shaker. Et on organise ça avec le mouvement Impact France. Donc c'est la première édition et on est très content de vous accueillir. Qui dit première édition dit aussi thèse. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur cette journée. Et je fais une petite parenthèse. Marion Odissergue, notre directrice, aurait dû être avec nous aujourd'hui et son enfant est hospitalisé. Donc ça va, mais voilà, elle ne pourra pas être là aujourd'hui, mais sûrement à des prochaines occasions de la voir. Mais Marion n'est pas là, mais par contre il y a plein d'autres personnes de l'équipe que vous pouvez trouver un petit peu de partout dans la salle, notamment Sarah et Marie qui étaient à l'accueil, Fanny qui est à la communication, pour le coup vous avez peut-être plus eu de mails avec elle, et qui vient juste de nous rejoindre, Étienne qui est notre nouveau responsable administratif et financier. Voilà, on est content de quand même pouvoir être au complet aujourd'hui sur une autre partie. Du coup, l'idée d'aujourd'hui, c'est, nous, ça fait 6 ans qu'on est experts de la question de l'innovation sociale, de l'impact environnemental en Auvergne. Et donc, la logique, c'est fait aussi facilement de pouvoir se rencontrer, de venir un peu nous chercher sur cette question et de pouvoir proposer un événement comme celui-ci avec le mouvement Impact France pour toucher notre cible qui est la cible des dirigeants et des dirigeantes d'entreprises qu'on aborde un peu moins puisque dans nos parcours d'accompagnement, on va être plus sur des porteurs de projets ou des entreprises en cours de création. Donc pour nous, c'était aussi l'occasion de faire participer grâce à des témoignages d'entrepreneurs et entrepreneuses. Bon, aujourd'hui, ça sera deux dirigeants, mais on essaye aussi que de temps en temps, ce soit plus la parité. Et voilà, de mettre en lumière ça pour vous aussi, que ça puisse questionner en interne des questions de RSE, des questions au sein de vos entreprises. Et cette journée, elle est organisée avec un temps de conférence témoignage animé par Marjolaine du mouvement Impact France. Mais l'idée, c'est quand même qu'il y ait un temps aussi de questionnement, de réflexion qui puisse faire écho dans votre propre structure. On a fait en sorte aussi qu'on ait des petites étiquettes et de profiter du fait qu'on soit en petit comité pour qu'il y ait de la rencontre, du partage. Voilà, vous êtes aussi tous sur le territoire. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent se créer des liens derrière aussi. Et quoi qu'il en soit, nous, on fait toujours en sorte d'organiser ces événements avec des partenaires qui sont assez forts pour nous et pour le coup, avec qui il y a un ancrage local et territorial assez fort. Donc, on n'aurait pas pu faire cet événement sans le Connecteur et la Caisse d'épargne qui nous soutiennent aujourd'hui. Donc, merci aussi de nous faire confiance et de donner ce temps et de rendre ces temps possibles aussi. Je regarde mes petites notes. Juste ce que je voulais dire. Donc, à midi, on fera une visite des locaux. Donc c'est Vincent sûrement peut-être qui fera la visite et aussi j'en profite pour remercier Picture de nous accueillir et pour nous c'est assez fort de pouvoir faire ce genre d'événement parce que les valeurs sont aussi communes, de faire ce genre d'événement dans des locaux aussi comme ça qui sont certes très agréables mais qui portent aussi des valeurs fortes pour nous. Donc merci de nous accueillir aujourd'hui et donc merci à Benoît et à Vincent de se prêter au jeu du témoignage. Voilà. Est-ce que Fanny, tu veux rajouter quelque chose? Je veux juste ajouter que donc, le connecteur est là et fait une captation de toute la première partie de la présentation. Voilà, on a plutôt la partie descendante, mais pas spécifiquement les échanges après. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste voilà, pour une rediffusion et un article après. Exactement. Donc on va faire des photos. Donc si jamais vous voulez vraiment pas être sur des photos, faut pas hésiter à nous dire. Et je vais laisser la parole à Marjolaine. Et juste, j'ai oublié de dire une chose. Donc, Coco Shaker, on est un incubateur d'entrepreneurs sociaux en Auvergne. Donc, on accompagne sur différents formats des porteurs de projets qui portent un projet qui va répondre à un besoin social et ou environnemental sur les 4 départements d'Auvergne. Donc, n'hésitez pas, on a un site internet plutôt bien fait si vous voulez plus d'informations et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de nous rencontrer, on est là toute la journée. Il y a le temps du déjeuner aussi qui permettra de plus discuter et échanger. Merci Marjorie. Merci et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être accueillie par Coco Shaker, par Picture en Auvergne. Donc je me présente, je suis Marjolaine, je travaille pour le mouvement Impact France depuis Lyon. Et mon rôle, c'est de faire toute la représentation régionale du mouvement Impact France dans toute la France. Et mes collègues sont tous à Paris, à notre siège social qui est à Paris. Et je suis accompagnée de Julia, qui est en alternance avec moi depuis Lyon. Je suis ravie d'être ici parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des rencontres en Auvergne.
D'ailleurs, c'est la première fois qu'on le fait depuis longtemps. Donc je suis ravie d'avoir aussi des premiers échanges et un premier partenariat avec Coco Shaker. Donc je pense que c'est un acteur incontournable sur les sujets d'impact sur le territoire et ça me fait vraiment plaisir d'être là. Merci beaucoup. On a un format masterclass BABA de l'impact qu'on a l'habitude de présenter au sein de réseaux, de structures pour parler des sujets de qu'est-ce que c'est l'économie à impact selon la vision du mouvement Impact France et de ses dirigeants et dirigeantes. Je vais prendre un temps pour présenter le mouvement Impact France pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Et après, j'appellerai mes deux témoins à venir partager leur témoignage d'entrepreneurs, d'entreprises sur des sujets notamment d'impact, comment ça se traduit une économie impact dans une entreprise à travers notre format. Voilà, donc pour vous présenter le mouvement Impact France, est-ce que, en levant la main, vous pouvez me dire qui ne connaît pas le mouvement Impact France? 1, 2, 3, trop bien. Et est-ce que, en levant la main aussi, il y en a qui connaissaient le mouvement des entrepreneurs sociaux? Ok. Donc le mouvement Impact France, c'est anciennement le mouvement des entrepreneurs sociaux. On a été créé en 2014 par des dirigeants et dirigeantes d'entreprises qui, à cette époque-là, non pardon, pas 2014, 2008, parce que justement c'est avant la loi 2014 de l'ESS qui reconnaît les ESUS, etc., les entreprises qui avaient des structures statut SA, SARL, et qui voulaient mettre en place un fonctionnement, un modèle vertueux, ne se retrouvaient pas en fait il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de statut pour eux, et ils ont voulu se retrouver dans un mouvement qui s'appelle le mouvement des entrepreneurs sociaux en 2008, et ensuite pouvoir faire du réseau ensemble, et au final avancer comme une organisation patronale qui va représenter les enjeux des entreprises auprès des politiques. Et donc est venue ensuite la loi ESS 2014 avec l'agrément ESUS, est venue ensuite la loi Pacte avec l'entreprise à mission, etc. Et qui a petit à petit ajouté des cordes à ce qu'on appelle l'entreprise à impact, et en même temps qui a ajouté de la confusion sur qu'est-ce qu'une entreprise à impact. Donc le mouvement Impact France, c'est un mouvement qui vraiment fait réseau, mouvement avec des dirigeants et dirigeantes d'entreprises, tous statuts confondus, puisqu'on part du principe que c'est pas le statut qui fait la vertu, c'est vraiment les pratiques. Et notre objet, c'est de représenter politiquement ces entreprises-là. Donc une organisation patronale, et donc de faire des propositions au gouvernement pour défendre les enjeux, les intérêts des entreprises à impact. Ça, c'est la base d'Impact France. Le mouvement Impact France, on a aussi une nouvelle vision qui est venue avec nos deux coprésidents, donc Eva Sadoun de Lita.co et Jean Moreau de Phoenix. Donc Lita.co qui est sur de la finance et Phoenix sur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc c'est nos deux coprésidents qui ont voulu ouvrir le mouvement à ce qu'on appelle l'économie classique pour cesser d'être uniquement entre entreprises convaincues, mais d'aller chercher les entreprises qui commencent à mettre des premiers pas vers l'impact et les embarquer vers une économie à impact social et écologique. Donc c'est vraiment le sujet du mouvement Impact France, et surtout de pouvoir se positionner comme un acteur qui crée ce nouveau dialogue social et patronal pour porter les enjeux et les intérêts des entreprises. Puisque le constat aujourd'hui du mouvement Impact France et de ses dirigeants et dirigeantes qui le composent, c'est que malheureusement aujourd'hui la représentation patronale de l'économie en France ne représente pas les intérêts des entreprises qui veulent répondre à l'urgence sociale et écologique, et que en termes de compétitivité, en termes de financement, en termes de taxes et d'impôts, les entreprises qui souhaitent aller vers un modèle vertueux ne sont pas toutes favorisées face à des entreprises qui ne feraient pas ce travail-là. Donc il y a vraiment un enjeu pour le mouvement Impact France de porter des propositions à toutes les campagnes présidentielles, régionales, métropolitaines, de porter des propositions à chaque fois qu'il y a une loi qui est votée au niveau de l'Assemblée. Donc on travaille notamment beaucoup sur
le projet de loi de finances qui est en ce moment, sur en ce moment aussi sur l'agrément ESUS et la manière dont la loi ESS sur l'agrément ESUS, sur des sujets de taxes vertes, etc. Donc on a vraiment des combats qu'on porte au jour le jour, et pas seulement pendant les campagnes présidentielles et politiques. Le mouvement Impact France, comme je vous disais, on a vraiment ce sujet d'influencer l'économie française pour aller vers plus d'impact social et écologique. On fédère aussi des entreprises et des réseaux d'entreprises autour des sujets de l'impact. Et depuis quelques temps, on permet aux entreprises de progresser. On accueille les entreprises en transformation pour leur donner les clés, le référentiel pour aller vers plus d'impact. On est justement composé de nombreux dirigeants et dirigeantes d'entreprises qui représentent autant l'économie sociale et solidaire, l'économie à impact, les entreprises à mission, les entreprises Bicorp, les entreprises en transformation. Alors vraiment, on a au sein d'Impact France toutes les entreprises qui veulent aller vers plus d'impact qui sont représentées, et chacune à leur niveau d'engagement et de virtuosité, si on peut dire ça comme ça. Donc on a au sein de notre mouvement une 50aine d'administrateurs et administratrices, donc qui sont des dirigeants d'entreprise qui prennent les décisions et qui mettent en place la stratégie du mouvement Impact France et qui nous représentent. Et ensuite, on a des communautés thématiques et des communautés régionales où on travaille avec ces communautés-là sur des propositions politiques, mais aussi comment fédérer ensemble. Et alors, maintenant que j'ai présenté le mouvement Impact France, je vais appeler nos deux témoins à venir s'asseoir à côté de moi. Si Vincent et Benoît veulent bien s'asseoir. Pardon. Le mois de décembre est bien chargé. Installez-vous. C'est comme tu veux. Chez toi. Merci bonjour. En tout cas, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être. Désolé, hein, mais. Il n'y a pas de souci, on a entendu qu'il y avait une petite problématique de voiture. Ouais, mais c'est bon, on a résolu le problème. Merci de votre accueil. Et merci Picture de nous accueillir. Avec tous ces remerciements, on va pouvoir commencer. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un temps de discussion avec Benoît et Vincent pour qu'ils puissent partager concrètement comment ça se traduit dans leur entreprise. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses et un temps à la fin où vous avez été mis en marguerite pour que vous puissiez échanger entre vous sur quels engagements leur témoignage vous inspire, et après on partagera ensemble, si ça vous va. Et donc, le mouvement Impact France a créé un outil qui s'appelle l'Impact Score, qui est un référentiel commun pour définir justement ce que c'est une entreprise à impact. On ne l'a pas créé seul, on ne fait jamais les choses seul, on l'a créé avec des réseaux, 30 réseaux d'entreprises, qui soient de l'économie engagée, de l'économie sociale et solidaire, etc. Et on est parti ensemble sur une base commune de qu'est-ce que c'est une entreprise à impact social et écologique. Donc, c'est tout le sujet de notre masterclass. Et je voudrais, avant ça, que vous présentiez en une phrase qui vous êtes et qu'est-ce que fait votre entreprise. Mais vraiment une phrase, on ne rentre pas tout de suite dans le sujet, mes objectifs au développement durable, etc. Vraiment qui vous êtes et ce que vous faites. Benoît, à toi. Je m'appelle Benoît Bouscarel, je suis journaliste, j'ai passé un peu plus de 20 ans à Radio France et là je viens de quitter cette maison l'an dernier pour m'occuper du développement d'une association qui s'appelle L'Onde Porteuse, dont on aura l'occasion de parler, j'imagine, qui fait beaucoup d'insertion par la radio, par le journalisme et l'éducation aux médias. On fait aussi de la formation, mais le reste est à venir. Voilà. Je suis ravi. Merci. Vincent, je pense qu'on a un peu compris ce que tu faisais. Mais... Au cas où, voilà. Merci beaucoup. Donc Vincent André, moi je suis cofondateur de Pitcher Organic Clothing. Alors Pitcher, qu'est-ce que c'est ? C'est une marque que j'ai créée avec mes potes d'enfance, une marque d'outdoor, d'action outdoor, qui est engagée depuis le début, puisque dans son ADN, en gros, est inscrit 3 mots, et le Ride, Protect and Share. Et pour nous, c'est avec ces 3 mots qu'on a construit tout ce qu'on a fait aujourd'hui, en tout cas de la création du produit jusqu'au même au bâtiment, on va dire à l'image de cette marque, etc. C'est tout par-delà en fait. Très bien, merci beaucoup. Et alors, avant de parler d'entreprise à impact, ce qu'on aime bien questionner au Impact France, c'est pourquoi. De ce qu'on entend, c'est que vos entreprises
comme les Parisiens aiment bien dire, est impact native. Et donc, vous avez l'entreprise, la structure a été créée sur un sujet d'impact, si je ne me trompe pas. Eh bien, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi? Waouh. Il y a plein de raisons. Parce que... Non, mais il y a plein de raisons, et je pense que on se rejoint là-dessus. Il y a des histoires personnelles, il y a des envies, et il y a des conjonctures. L'histoire personnelle, c'est que si je retourne un peu en arrière, j'ai pas fait d'études. Je suis autodidacte dans tout ce que j'ai fait, aussi bien au niveau du journalisme que de la création. Alors, c'est pas une entreprise, un Lampe Porteuse, c'est une association, mais on se considère un peu comme des entrepreneurs. Quand je refais un tour en arrière sur mon histoire, je me rends compte que la radio m'a sauvé et que le fait de ne pas avoir fait d'études n'a pas été un problème à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait aller vers les autres, il fallait choper de l'information, essayer de la traiter, d'aller la chercher de manière intéressante et structurée, et qu'ensuite, avec tout ça, avec toute cette matière, la rencontre avec les autres, le fait de ne pas être timide, le fait de vouloir chercher, de vouloir comprendre, le fait de savoir traiter l'information, en fait, ça suffisait pour arriver à faire plein de choses. C'est ça ce que la radio m'a amené. Et en fait, quand je me rends compte de ça, et ça s'est fait progressivement pendant ces 20 dernières années, je me dis, mais pourquoi pas mettre à profit ces outils de la radio pour d'autres qui sont peut-être dans une situation équivalente ou parfois peut-être un peu même encore plus difficile. Et c'est là que vient l'idée de l'insertion professionnelle, c'est de se dire, on va donner la possibilité en tout cas à des salariés en insertion, donc éloignés de l'emploi, de faire de la radio, de faire du journalisme, de devenir collecteur, chercheur d'informations, transformateur d'informations et ensuite diffuseur d'informations, donc aussi de travailler l'oralité. Et ça fonctionne. Ça fonctionne exactement comme ça a fonctionné pour moi. Donc voilà, l'idée de Lampe Porteuse, c'est vraiment quelque chose qui est venu comme ça. Donc effectivement, c'est inscrit dès le début, quoi. Il n'y a pas à chercher après à raccorder des wagons, ça s'est fait comme ça. Super, merci beaucoup. Vincent, la même question. Eh bien, tu vois, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais du coup, c'est une bonne transition et je pense que c'est aussi un bon point, parce que le point commun qu'on a tous les deux, c'est ce côté rassembleur. L'idée, c'est de rassembler, d'essayer de montrer aux autres qu'il y a d'autres manières aussi de faire. Alors des fois, on pourrait dire, c'est un peu facile puisque vous démarrez avec un truc tout nouveau et vous partez directement sur cette nouvelle idée. Donc il n'y a pas la phase de transition qui est des fois compliquée dans le mindset, dans le côté fédérateur au sein même de l'entreprise, parce que les gens qui ont eu l'habitude de faire toujours la même chose, une grande partie pendant 10 ans dans une boîte, on sait bien que la zone de confort, c'est bien, on sait bien que quand on veut changer les choses, ça fait peur, le changement, ça fait peur. Il peut être positif comme négatif, le changement. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on a vécu, je pense, tous les deux, c'est le fait que nous aussi, on n'a pas fait beaucoup d'études, pour la simple et bonne raison que je suis jeune et je suis ici, donc forcément, j'ai pas pu avoir un Master 2 puisque j'ai 34 ans et que j'ai démarré à 20 ans. Donc ça va vite comme ça, si on fait le calcul, on le voit bien. Et en fait, le truc, c'est que d'où ça part vraiment d'un feu, d'une envie au fond de soi, ça vient des tripes. Et en fait, de ne pas se mettre de barrière, ah mince, mais j'ai peut-être pas le diplôme qu'il faut pour ça. Ah purée, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux pas le faire? Le fait de se dire que, en fait, il n'y aura pas de case, il y a juste une envie, il y a un besoin, il y a une envie déjà d'entreprendre quelque chose. Et je te rejoins sur le fait qu'une association, c'est une entreprise à part entière. Et c'est là où, en fait, nous, dès le départ, on s'est dit, tous les trois, comment on peut vivre de notre passion? En fait, ça part de là. Ça paraît très con, ça fait très peur aux parents, ce genre de questions-là, qui aiment bien les structures très simples. Et le truc, c'est pas pour les dénigrer, hein, bien évidemment. En tout cas, s'ils voient la vidéo, désolé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours une chose qui est importante, c'est une envie, un truc qui vient des tripes, et vraiment un besoin d'aventure, de rassembler et de faire les choses différemment. Et nous, c'est vraiment ça qui nous a animés dès le départ. Et de cette animation-là, ça a été de dire comment on peut vivre de notre passion. Notre passion, c'est la glisse. Et comment on peut apporter notre pierre à l'édifice, puisqu'on sait très bien que notre terrain de jeu, c'est la nature. Le surf, le kitesurf, le snowboard, le ski. Le skateboard, ça se pratique en ville, mais en tout cas, dans ces sports de glisse, il y en avait au moins 4 qu'on pratiquait à fond, passionnément, qui, mine de rien, dénaturent un peu notre paysage. Ou en tout cas, on lui fait du mal pour pratiquer ces sports-là. À partir du moment où on a cette conscience-là, c'est comment on peut apporter notre pierre à l'édifice et comment on construit autour de ça.
et comment on rassemble, comment on fédère, et comment on y va, quoi. Et c'est pour ça que dès le départ, et ça c'est un feu qui brûlait encore plus pour Jérémy, un de mes associés, justement, qui nous a dit dès le début, mais vraiment aux prémices, hein, c'est-à-dire qu'on était encore chacun dans nos études. Moi j'étais en études informatiques, Julien venait de se faire embaucher par Original Schweppes à Paris, et il détestait ça. Enfin, en tout cas, c'était une bonne première expérience, mais il nous demandait rapatriez-moi, quoi. Enfin, faut qu'on trouve quelque chose. Et Jérémy avait monté une petite boîte de maîtrise d'œuvre avec une connaissance à lui. Mais bon, en gros, c'était pas le métier de sa vie. Donc chacun, on était dans nos trucs, et Jérémy nous a dit, les gars, de toute manière, c'est simple, si on ne fait pas un truc qui est tourné à 100% vers l'éco, en tout cas vers l'innovation éco, c'est-à-dire qu'on arrive à faire un truc qui défonce, pour prendre des mots, mais vraiment très simples et forts, c'est, bah moi je viens pas, quoi. Et c'est de là qu'on a écrit le Ride, Protect and Share, qui nous ressemble à tous les trois, parce que, bah, mine de rien, c'est comme dans un mariage, hein, sauf qu'en plus là on est à trois, donc il faut vraiment composer avec les caractères, avec les envies de chacun, avec les besoins de se développer, avec... Bon, ce qui est pratique, c'est qu'on se connaît plus qu'on est gamin, donc on connaît un peu nos travers, donc c'est facile, mais c'est un mariage. Et c'est là où c'est important, c'est du respect, de l'écoute, de se booster, d'amener les choses, et surtout de partir d'un objectif, en tout cas de viser un objectif qui est commun. Et cet objectif commun, c'était ça, c'est vraiment d'apporter notre pierre à l'édifice, de faire les choses bien, de le communiquer bien, et d'arriver à casser les codes d'un textile un peu vieillissant, qui est fait d'une manière très classique, où les codes ne bougeaient pas à l'époque. Et il faut dire aussi une chose, c'est qu'on ne vient pas du tout, tous les trois, du milieu du textile, on n'a rien appris là-dedans, et du coup on a été ultra autodidacte, parce qu'il a fallu tout apprendre sur le tas, et c'est dans les voyages d'usine où on a compris comment ça marchait, et qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Et c'est là où c'est toujours le plus dur, c'est-à-dire comment on fait, parce qu'il y a des choses qui techniquement on ne peut pas, donc comment on peut transformer ça en peut-être un jour, et comment on fait pour faire autrement dans ce cas-là. Et ça, il n'y a qu'en étant sur le terrain, et avec des yeux, je pense, totalement nouveaux, neufs sur des sujets comme ça, qu'on arrive à déceler des choses un peu différentes. En tout cas, c'est ce que je pense personnellement. Merci beaucoup. Ce que nous, on a l'habitude de faire, c'est aussi de présenter pourquoi se transformer, puisqu'on s'adresse aussi sur ces formats-là à des entreprises qui souhaitent se transformer, qui ne sont pas construites sur des valeurs telles que vous les portez. On avait fait un sondage aussi pour pouvoir mettre en évidence des remontées plutôt des citoyens, des salariés, des acteurs de la société civile. On a aussi, nous, ce qu'on constate sur notre travail de plaidoyer, il y a des demandes de plus en plus fortes, et notamment au niveau européen, que les entreprises rendent des comptes sur leur impact social et écologique. Je pense que je ne vais pas vous convaincre qu'il y a une urgence sociale et écologique qui est là, et les entreprises ont leur rôle dans cette urgence-là. Donc on a aussi ces chiffres-là que vous pouvez consulter, mais leurs témoignages sont d'autant plus apportent plus de valeur que ce que j'aurais pu vous dire. Merci pour ça. Nous, à Impact France et avec nos réseaux adhérents, on détermine plusieurs pas vers une entreprise à impact social et écologique pour la définir, et notamment plusieurs pas d'une entreprise engagée, enfin en tout cas de l'engagement d'une entreprise. Le premier pas, pour nous, c'est une entreprise qui travaille sur ses externalités négatives, que ce soit ses externalités sociales et écologiques. Donc c'est ce qu'on va appeler la RSE. Pour nous, une entreprise qui fait son premier pas vers l'impact, c'est une entreprise qui prend en compte de ses externalités négatives, donc sa manière de produire. Par exemple, dans une entreprise de textile qui ne serait pas Picture, dans sa manière de produire, elle peut avoir un impact écologique énorme. Dans sa manière de produire, elle peut avoir un impact social énorme également. Et donc, c'est qu'elle remette en question ces externalités négatives créées par son cœur d'activité, et qu'elle travaille dessus en mettant en place une politique RSE. Ça, c'est le premier pas vers l'impact positif. Ensuite, on a des entreprises qui réfléchissent au cœur d'activité et qui souhaitent le mettre au même niveau que la recherche d'une performance financière. On a des entreprises, par exemple, le statut entreprise à mission. Je ne dis pas que toutes les entreprises à mission sont sur ce modèle-là, mais
c'est le deuxième pas vers cet impact, c'est de se donner une mission au sein de son entreprise pour avoir ajouté une réponse à une problématique sociale et écologique dans son entreprise, sans forcément questionner la recherche de profit, la performance financière. Et on a le troisième pas, c'est ce que nous on appelle les entreprises à impact social et écologique, c'est cumulatif. C'est des entreprises qui réfléchissent à leurs externalités négatives et sociales, c'est des entreprises qui réfléchissent à mettre l'impact au cœur de leur stratégie, au cœur de leur métier, mais c'est aussi des entreprises qui vont réfléchir à comment je peux mettre ça en cohérence. Je mets en place, j'essaye de répondre à des problématiques sociales et écologiques, j'essaye de travailler sur mes externalités pour faire en sorte que j'ai le moins d'impact négatif possible. Mais pour pouvoir mettre ça en place et que ce soit cohérent et que ce soit sur du long terme, j'ai besoin aussi d'intégrer toutes mes parties prenantes et donc de partager le pouvoir avec mes parties prenantes, que ce soit mes salariés ou même pour certaines, elles vont plus loin et elles vont partager le pouvoir avec leurs fournisseurs, leurs clients, leurs financeurs, etc. Et en plus, partager la valeur. C'est-à-dire, pareil, comment je partage la valeur, la valeur qui est créée au sein de mon entreprise, comment je la partage avec mon territoire, mes salariés et mes parties prenantes. Donc pour nous, une entreprise à impact social et écologique, c'est une entreprise qui cumule tous ces pas, tous ces premiers pas. Et donc, sur cette définition et ces degrés d'engagement, j'aimerais que vous partagiez, vous, où est-ce que vous situez votre structure, votre entreprise par rapport à ce que je viens de présenter. Et après, on pourra faire un focus sur ce que c'est l'entreprise à impact. Benoît. Alors moi, je ne suis pas très bon pour les questions de normes, les questions de labels, etc. Mais ce qui est important pour nous, c'est effectivement par le biais du statut associatif, d'avoir un mode de fonctionnement en interne qui soit déjà très horizontal finalement et très partagé. On est 3 fondateurs aussi, enfin 2 fondateurs et rejoints par un 3e assez vite. Et je rejoins ce que tu disais, Vincent, tout à l'heure. C'est extrêmement important de pouvoir sentir une solidarité très forte entre les gens qui sont à la tête de la structure, et notamment dans un cas de lancement ou de transformation. Mais ce trio de dirigeants, j'allais dire, est soutenu très fort par l'ensemble des permanents qui sont là et qui travaillent en lien avec, alors vous connaissez tous et toutes le système de l'association, le conseil d'administration qui est là pour surveiller, contrôler et valider des décisions. Donc ça, j'allais dire, au niveau de la structure et de ce qu'on peut proposer en termes de non-verticalité, en termes de partage de la décision, par exemple, ça, c'est inscrit aussi très concrètement dans le plan de lampe porteuse depuis le début. Ensuite, on a un mode de fonctionnement qui est assez intéressant au quotidien. C'est que nos salariés en insertion, donc les personnes qui viennent et qui sont dites éloignées de l'emploi par les structures de l'État, par Pôle emploi et par l'EDETS, ces salariés-là viennent avec nous et finalement sont intégrés complètement dans la marche de l'association. C'est ça aussi le fondement de notre engagement social, j'allais dire, puisqu'on va ensemble faire de la radio, mais on va ensemble aussi faire tourner l'association. Et avec cette double fonction, ils vont reprendre confiance en eux, reprendre pied dans le monde du travail. Ça, c'est pour nous fondamental et c'est aussi inscrit depuis le début dans le mode de fonctionnement de l'onde porteuse et dans ce qu'on veut faire. Ce qui veut dire qu'on va diffuser, puisqu'on a aussi une radio associative, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on diffuse nos programmes sur les ondes, et aussi sur Internet et en podcast, etc. On va d'ailleurs ouvrir bientôt une fréquence aussi à Saint-Denis de la Réunion, et peut-être bientôt aussi à Paris, on espère. Ça, c'est un petit scoop que je vous donne comme ça. On attend des réponses. Mais donc, on va diffuser des programmes à la radio qui seront faits par nos salariés en insertion ou par nos journalistes professionnels. C'est mélangé. Ça ne s'entend pas, j'allais dire, pour le public extérieur. Et à l'intérieur de la structure, c'est mélangé aussi. On travaille ensemble. Et on ne fait aucune distinction. Dans les bureaux, vous ne pouvez pas le voir. Dans le mode de fonctionnement, vous ne pouvez pas le voir. On ne fait aucune distinction entre un salarié en insertion et un permanent qui est là depuis peut-être 3 ans, 4 ans, j'en sais rien, et qui est professionnel de son métier. Ça, pour nous, c'est fondamental. À tel titre que, par exemple, quand on fait des prestations qui permettent de financer l'association, on met à contribution aussi bien nos équipes de journalistes professionnels qui vont animer des tables rondes, qui vont faire des podcasts, qui vont proposer des sujets intéressants, peut-être aussi des podcasts en marque blanche pour des marques, pour des institutions culturelles, etc. Quand on fait ces prestations, ça peut aussi
être fait par nos salariés en insertion qui participent du coup au financement de la structure. Ça, c'est pour nous extrêmement important et je pense que ça peut répondre peut-être au premier critère, enfin, ou en tout cas à la première démarche qu'on peut franchir, qu'on peut monter quand on veut se lancer dans une démarche RSE, quoi, finalement. Ensuite, je ne sais pas comment je peux avancer un peu plus loin, mais l'idée, c'est de faire attention à l'échelle des salaires, par exemple. Alors évidemment, quand on parle d'insertion, on n'a pas la main sur les salaires, puisque on est contraint, j'allais dire, par le dispositif de l'ACI, l'atelier chantier d'insertion. On est contraint, et donc les salaires des salariés en insertion, ils ne peuvent pas trop bouger, malheureusement. Mais on fait attention à ce que les salaires des permanents ne soient pas complètement délirants par rapport aux salaires des dirigeants de l'association. Ça, c'est aussi contrôlé par le CA, finalement. Voilà les démarches. Après, sur l'impact environnemental, nous, on n'en a pas beaucoup, on ne produit pas. Donc, on n'a pas la problématique des usines, de la production, des déchets, de l'énergie. On utilise de l'énergie, évidemment, pour diffuser beaucoup d'énergie. Mais j'allais dire que ça, on fait attention, après, sur des choses très simples, mais je ne vais pas vous faire un développement là-dessus, mais on fait attention à nos échanges de mails, enfin, des choses comme ça, des stockages de données. Ça ne va pas beaucoup plus loin, après, par rapport à notre impact environnemental. Merci. On aura un moment où, en plus, on pourra rentrer en plus en détail dans chaque indicateur. Merci beaucoup. Et Vincent, je veux bien t'entendre là-dessus. Où est-ce que tu situerais Picture par rapport aux 3 pas que j'ai évoqués? Aujourd'hui, on est un peu dans les 3. Alors, je ne sais pas si c'est tout de suite qu'on peut en parler ou quoi que ce soit. En tout cas, on pourra étayer après. Mais en gros, on est un peu dans les 3 pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, on est labellisé B Corp. Et B Corp, aujourd'hui, ce qu'on a aimé dans ce label, c'est qu'il va aller chercher dans chaque service, en gros, des points. C'est aussi simple que ça. Ça paraît très bête comme je le dis, mais c'est ce qui nous a plu aussi, c'est qu'il y a ce côté ludique dans une vraie transformation d'entreprise et de mindset aussi général, managérial, etc. Et en fait, à tous les étages, on vient aller chercher des choses, des transformations, des implications, tout un tas de trucs. On était déjà impliqué dans pas mal de choses, comme Fairware, on était impliqué aussi en mode climat, enfin on est impliqué en mode climat, on est impliqué avec VVF, la COP, les différentes COP. Donc tout ça, en fait, on le fait déjà depuis des années. Et en fait, le truc, ça a toujours été pour l'entreprise, ça a toujours été d'avoir une dimension sociale top, fédératrice, avec du partage d'expérience de chacun, du partage aussi de progression, c'est-à-dire, moi, tu vois, ce process, ça me dérange un peu, est-ce qu'on peut pas en parler? En fait, on a une pleine conscience, si je parle vraiment d'une manière globale dans l'entreprise, c'est qu'on a une pleine conscience, c'est-à-dire que l'entreprise a un rôle à jouer envers ses salariés, mais envers aussi ce qu'elle fait, ce qu'elle produit, ce qu'elle émet. Et si je prends un exemple concret, on produit des produits neufs pour les vendre à des revendeurs. Là, ça fait pas très joli comme je le dis, mais c'est la réalité. À un moment donné, il faut vraiment se dire les choses. Qu'est-ce qu'on fait, qui on est? Et le truc, l'idée, c'est pas de dire faut avouer à moitié pardonner, hein, c'est pas du tout ça. C'est de dire, de toute manière, pour mener les combats aujourd'hui, quels qu'ils soient dans un milieu associatif, dans une fondation, quoi que ce soit, s'il n'y a pas d'argent, on ne fait rien. Ou en tout cas, pas grand-chose, aujourd'hui. Je ne parle pas d'il y a 20, 30, 40 ans, mais aujourd'hui, tout passe un peu par là. Donc, comment on fait? Déjà, l'idée, c'est de transmettre des messages aux équipes. Ça, c'est le rôle, on va dire, humain, c'est de dire, transmettre des messages. Attention aux consommations de ça. En tout cas, de discuter des choses toutes bêtes. Pendant les périodes estivales, les barbecues commencent à sortir chez chacune et chacun, ça c'est normal, parce que c'est sympa. Le truc, c'est de dire, qu'est-ce qui est le pire entre un avocat et une aubergine, en termes d'impact carbone? Une saucisse, une merguez. C'est des trucs tout cons. Mais c'est vrai qu'en empreinte carbone, une merguez va émettre beaucoup plus de CO2 qu'une saucisse. Donc si vous devez faire un choix, si vous êtes viandard, l'idée c'est pas de dire toi t'es un viandard, c'est pas bien ce que tu fais, parce que dès qu'on tombe dans l'extrême, de toute manière c'est pas bien. Donc le truc c'est de dire, de toute manière il faut utiliser un peu de tout, il faut faire attention à tout, il faut trouver le point d'équilibre qui marche bien, et ça c'est plutôt le côté d'amener les choses, en tout cas de donner des tools. Il faut donner des outils pour pouvoir, en gros, je dis pas que personne a ces outils, etc., mais donner des outils concrets juste pour pouvoir réfléchir 2 minutes quand tu es au supermarché.
entre un produit plutôt qu'un autre. Mais pas de dire cette marque c'est pas bien, c'est pas de moraliser, de pointer du doigt, ce genre de truc-là, de toute façon ça marche pas, on est latin, et dès qu'on dit de pas faire un truc, on fait l'inverse, donc il faut pas faire ça. Mais l'idée c'est vraiment déjà, d'un côté managérial, c'est de pouvoir donner en tout cas la parole à tout le monde, et là on se rejoint là-dessus, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, tout le monde peut rediscuter des choses, ça c'est super important. Dans nos statuts, maintenant c'est depuis 6 ans, on s'est intégré totalement que même si demain l'entreprise devait être transmise, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure, mais en tout cas c'est inscrit dans le marbre que l'entreprise doit garder cette mission d'intérêt général, d'objectif commun, de dire il faut avoir une empreinte carbone neutre. C'est notre objectif. Et de toute manière, pour y parvenir, on a besoin de vendre des vêtements pour arriver par exemple à une marque de service, un peu moins de produits, mais de service. Location, seconde main, tout ça. Mais quand on parle de seconde main, il faut bien en avoir vendu pour pouvoir parler de seconde main, sinon on ne peut pas. La location va se transformer en seconde main un jour, donc il y a un produit. Mais effectivement, dans la pensée, dans la structuration de la pensée, si on se dit qu'on vend 400 vestes, aujourd'hui, on sait que pour nourrir 400 personnes, finalement, on a besoin d'en produire une trentaine en location. On en produira moins et elles seront utilisées mieux, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ça répondra aussi à une problématique qui est mondiale et globale et qu'on ne va pas changer demain matin, c'est la mode. Phénomène de mode, on ne va pas les changer demain. On ne peut pas dire aux gens, bah, demain matin, c'est terminé, Zara, ça ferme, H&M, ça ferme, Shein, c'est terminé, tu peux plus te connecter, en fait, tu porteras un t-shirt blanc écru toute ta vie. Si tu dis ça, alors là, il y a un truc, c'est le bordel partout, tout le monde aurait peur, machin. Donc, comment on répond à des phénomènes de mode concrètement? Ben, par la location, c'est un des meilleurs, en tout cas, sujets du moment pour répondre à ce problème-là, et en produire moins aussi, mais en gardant une valorisation produit, en gardant quand même, en gardant à l'esprit qu'une entreprise, ben, faut qu'elle vive, il faut payer les gens, et ça, il faut toujours garder ce point d'équilibre. Donc, trouver comment faire mieux, utiliser les produits le plus longtemps possible, se débrouiller pour faire en sorte que ils aient une fin de vie maîtrisée. Ça, c'est les discussions sur les blockchains et tout ça pour bien maîtriser tout ça à la fin. Et en fait, la volonté de Pitcher depuis le départ, ça a été de dire, on ouvre les chakras, on ouvre une vision 360 sur l'écologie. Parce que de faire un t-shirt éco, c'est bien beau, mais en fait, tu as produit un produit neuf pour, finalement, que ça soit un déchet dans quelques années. Donc, la vraie vision 360, c'est de prendre tout ça à bras-le-corps et de se dire que c'est vaste, c'est un chantier qui est vaste. Et c'est pas juste de dire, on fait ça... dans un pays où l'éthique est bien respectée et qu'en plus de ça, parce que ça aujourd'hui c'est devenu standard quasiment. En fait le truc c'est comment on va plus loin dans la démarche, comment on ouvre vraiment les yeux sur tout ça. J'ai une question un peu hors piste mais de mon format. Mais parce qu'il neige, c'est très bonne. Quand tu dis on produit moins, on vend moins, est-ce que c'est quelque chose que dès le début vous avez décidé, quand vous avez créé Pitcher, d'avoir une production limite, ou est-ce que c'est au bout de quelques années vous avez dit oh non, il faut qu'on produise moins et qu'on vende moins? En fait au début il y a encore même 7 ans de ça, on se posait pas trop cette question parce qu'on était ridicule sur le marché. Tu vois, aujourd'hui on sort 600 000 pièces par an quand les géants en sortent plusieurs dizaines de millions. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour nous en fait le vrai impact aujourd'hui, notre mission en tant qu'entreprise, on n'est pas entreprise à mission, mais notre mission, on se met dans la tête, c'est comment on fédère les gros pour venir avec nous sur d'autres sujets. Tu vois, typiquement, on pourrait aller plus loin dans le détail sur la polémique du polyester recyclé. C'était bien au début, mais maintenant que tout le monde en fait, on tombe dans l'extrême, parce que tout le monde va en faire, mais on n'a pas assez de déchets pour le faire. Donc on peut retomber vite dans des aberrations, c'est-à-dire produire un déchet pour finalement le concasser, le réextruder en fil et avoir le label pour être polyester recyclé. Ce qui est idiot en soi. Mais du coup, il faut arriver à dire, là, il y a d'autres sujets. C'est un peu comme la bouffe, il faut manger un peu de poisson, un peu de machin. Alors il y en a, ça va faire hurler, mais faut une certaine balance, il faut un équilibre. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense, on assume cette pensée, on l'écrit sur nos sites, on a les articles, où justement on va décrire clairement quelle est notre position. Et on l'assume jusqu'au bout. Et à chaque fois on dit, mais les positions elles peuvent changer aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai à ce moment-là où on parle, mais ça ne le sera peut-être plus dans 10 ans, on voit bien que ça va très vite. Très, tout va très vite aujourd'hui.
Donc il ne faut pas rester non plus campé sur des positions ad vitam aeternam. Sinon on retombe aussi dans des idioties. Ce qu'on peut voir notamment avec la seconde main qui est une bonne idée et parfois... Et des fois des fausses bonnes idées. Des fois des fausses bonnes idées avec Vinted, etc. Et on avait fait justement, je crois qu'il est en ligne l'article où on avait fait les fausses bonnes idées. Oui, et d'ailleurs ça va être tout le sujet d'une slide sur comment communiquer sans greenwasher et Picture est plutôt intéressant là-dessus. Et pourtant, on avait été considéré comme greenwasher. Parce que justement, on avait tellement d'actions dans l'éco que du coup, comme on en avait beaucoup, ça paraissait suspect. Tu vois. Donc des fois aussi, dans la manière dont on parle des choses, il faut faire attention. On était un peu novice là-dedans, il faut dire la vérité, hein, parce qu'on n'existe que depuis 14 ans. Donc on est encore jeune dans ce milieu, à comparer d'autres marques qui sont là depuis très longtemps. Et des fois, de vouloir trop en faire, c'est aussi un problème. Donc, il faut apprendre à trouver le bon point d'équilibre. Encore une fois, on en revient sur le point d'équilibre. Merci beaucoup. Nous, l'équilibre qu'on a fait au mouvement Impact France, c'est quand on définit une entreprise à impact, je vais reprendre exactement les 3 pas que je vous ai présentés tout à l'heure, mais en tout cas, c'est de mettre la stratégie à impact positif comme premier pilier de l'entreprise, de la structure. C'est-à-dire que l'entreprise, comme ces 2 structures, se crée sur une recherche de répondre à un besoin et générer de l'impact positif par son cœur d'activité. Et elle ne va pas mettre ça dans une politique RSE uniquement, pas mettre ça uniquement dans une fondation, elle va mettre ça dans le cœur de son activité, dans plus de la moitié de son chiffre d'affaires sera dédié à ça. Donc elle met une entreprise à impact social et écologique, met l'impact, la recherche d'impact au cœur de son activité. Et la performance financière, qui n'est pas impossible, comme ce que disait Vincent, la performance financière est au service, c'est l'outil qui permet cet impact positif. Et ensuite, elle travaille sur ses externalités négatives, sociales et écologiques, sur sa manière de produire, sur sa manière de recruter, etc. Et enfin, elle met en cohérence en partageant le pouvoir et en partageant la valeur, notamment pour inscrire cette notion de temps long dans la manière de gouverner l'entreprise et ne pas être uniquement sur des réponses à des exigences uniquement d'actionnaires, d'une minorité, et plutôt une réponse à des exigences des salariés, du territoire, des parties prenantes, pour justement inscrire ce temps long et répondre vraiment à une recherche d'impact social et écologique et pas uniquement une recherche de performance financière. Voilà, c'est la définition d'une entreprise à impact social et écologique par les dirigeants et les structures du mouvement Impact France. Donc on parle d'une triple création de valeur économique, cette valeur sociétale, environnementale et sociale, cette valeur économique perçue par les parties prenantes et cette valeur économique perçue par les actionnaires. On va rentrer dans le détail. Donc je vous avais parlé d'un Impact Score qui a été créé avec tous ces réseaux d'entreprises et porté par le mouvement Impact France. Aujourd'hui, n'importe qui peut passer l'Impact Score, hein, c'est gratuit, c'est sur Internet, vous tapez impactscore.eco et vous pouvez passer votre Impact Score. Bicorp a fait partie des réseaux qui ont fait cette base commune. L'idée, c'est pas d'avoir une labellisation, il me semble Bicorp, c'est 6 mois de labellisation. Oui, c'est entre 6 et 9 mois. 6 à 9 mois, voilà, c'est pas l'objet de l'Impact Score. L'Impact Score, c'est vraiment, avant de pouvoir passer des labellisations, des choses comme ça, juste savoir à 360 comment se situe son entreprise. C'est vous collectez les informations les plus importantes sur ces piliers-là, vous les remplissez et l'objectif, c'est de pouvoir mettre en transparence votre score. Aujourd'hui, on a sur le site de l'Impact Score des entreprises qui ont décidé de passer leur Impact Score et de mettre en transparence leurs réponses. Et en fait, c'est tout le sujet pour le mouvement Impact France, c'est de pouvoir montrer que les entreprises sont prêtes à mettre en transparence leur impact social et écologique. Dans l'idéal, dans toujours notre côté plaidoyer, ça serait qu'un jour, il y ait un index à l'image de l'égalité femmes-hommes, mais qu'il y ait un index impact social et écologique et qu'on puisse avoir en transparence les réponses de toutes les entreprises. Et c'est notre manière de prouver. Et en fait, ça permet aussi aux entreprises de se situer, de se dire « Ok, comment je peux aller plus loin? Qu'est-ce que je peux aller faire? Quel label je peux aller chercher si j'ai besoin d'aller chercher un label? Comment je peux m'améliorer sur tel pilier, tel pilier, tel pilier ?»
et ensuite d'aller chercher les bons interlocuteurs, travailler en interne et repasser son impact score et dans une logique de transformation et d'amélioration, de progression. On part toujours du principe que même les entreprises à impact social écologique qui vont à minima sur chaque pilier mettre des choses, mettre des actions, elles ont toujours des endroits où elles peuvent s'améliorer. Elles peuvent s'améliorer sur la qualité de vie au travail, elles peuvent s'améliorer sur leur impact écologique, elles peuvent s'améliorer toujours dans une recherche de progression. Là-dessus, donc on a l'impact au cœur du cœur d'activité de l'entreprise, on a les externalités sociales et écologiques, le partage du pouvoir et le partage de la valeur. On a mis des indicateurs dans chacun de ces grands piliers pour expliquer comment ça peut se traduire et qu'est-ce qu'on a dessous ces piliers-là. J'aimerais que sur chaque pilier, donc sur le pilier stratégie et impact, sur le pilier externalité sociale, externalité écologique, partage du pouvoir et partage de la valeur, vous puissiez prendre un indicateur par pilier et celui qui fait le plus sens pour votre structure. Et que vous expliquiez comment ça se traduit concrètement dans votre entreprise. Vas-y, commence. tu veux pas, ouais, t'es sûr? Tu veux pas commencer? Non, si, alors... on peut prendre le temps de stratégie regarder. à impact positif. C'est ça, on commence par celui-là. Ouais, bon, c'est toi qui décides, là où tu te sens... mais il faut que tu m'en prennes un dans chaque pilier. D'accord, c'est comme dans un jeu, là. C'est ça, il faut mettre les... Et tu choisis celui qui fait le plus sens. Il y en a un qui va gagner à la fin ou... Pas du tout. L'objectif, c'est que ce soit concret, que tu aies des bonnes pratiques à partager, qu'on puisse comprendre vraiment à quoi ça ressemble. Ouais. Je t'écoute. Tu choisis un pilier ou c'est moi? C'est toi, tu choisis ce que tu as envie. Mais il faut que tu en aies au moins 4 choisis. 5, pardon. 5. Un dans chaque. Alors, prenons la stratégie à impact positif. Et ça, c'est les... Excuse-moi, j'étais... Ça, c'est des critères, c'est ça dont on va parler. Quand on parle d'une entreprise qui met l'impact au cœur de son activité, ça veut dire qu'elle répond à une mission sociale ou écologique liée aux objectifs de développement durable. Ça veut dire que potentiellement elle mesure l'impact de son cœur d'activité. Ça veut dire qu'elle réfléchit à toute sa chaîne de valeur et qu'elle va faire des achats durables et inclusifs. Ça veut dire que potentiellement elle va aller chercher des certifications et des labels, choisissant un des 4. Sur par exemple la mission sociale, elle est donc inscrite, comme je le disais tout à l'heure, par le fait qu'on fait de l'insertion, mais ce que j'ai pas dit aussi, c'est que évidemment les programmes qu'on diffuse, aussi bien à la radio qu'en podcast, et qui commencent à avoir vraiment de l'impact, là pour le coup on mesure le nombre d'auditeurs, c'est très difficile à mesurer précisément, mais on voit que ça monte en tout cas. Ce sont des sujets qui tournent autour justement d'une ligne éditoriale qui est bien pensée et qui est axée sur l'environnement, le social ou les solidarités et la culture. Donc ça, je peux donner cette réponse-là en disant qu'effectivement dans la stratégie globale de ce qu'on fait et dans la production radiophonique qu'on arrive à mettre en place avec le travail de nos salariés en insertion, on parle d'environnement. Voilà. Et on essaye d'illustrer de manière très concrète, très précise, et pour un public le plus large possible. Ça ne veut pas dire qu'on s'adresse au grand public toujours, ça veut dire qu'on essaye de s'adresser à tout un tas de publics différents. On essaye de fournir des solutions, en tout cas des idées, ou en tout cas des informations, qui vont permettre aussi d'agir collectivement, de prendre conscience, d'avoir un partage du savoir autour de ces questions-là qui sont extrêmement importantes, notamment au niveau de l'environnement. Mais aussi, on montre ce qu'on fait nous, on montre qui on est. On essaye aussi de mettre en place là en ce moment un type de programme, par exemple, qui raconte la vie de nos rédactions inclusives, à Clermont ou à Nantes. Voilà. Merci. On continue ? Ouais, continuons. Externalité sociale, je pense que c'est assez évident. Ça a été dit, je pense déjà. Mais peut-être qu'il y a quelque chose sur l'égalité femmes-hommes, l'intégration des jeunes et seniors. Alors ça marche ensemble. On ne fait aucune distinction quand on recrute nos salariés en insertion, ni en termes d'âge, ni en termes évidemment de genre, ni en termes d'origine sociale ou d'origine même géographique, puisqu'on a la possibilité d'embaucher des gens qui viennent d'arriver en France et qui ont besoin aussi de ce temps-là de pause, de réflexion, d'accompagnement dans leur projet professionnel et dans leur, projet social aussi, de trouver un logement, de financer le permis, etc. On prend ce temps-là. Et donc, on n'a pas de critères de recrutement en dehors du fait d'avoir des gens qui sont éloignés de l'emploi et qui ont une appétence pour les métiers du journalisme et qui ont envie de s'intéresser au monde social et qui ont envie d'aller questionner les structures de la société française. Voilà. Donc,
femmes-hommes, on fait attention à ce que ce soit vraiment paritaire. Et jeunes et seniors, là, on n'a pas de critères, on essaye de faire en sorte que ce soit mélangé. Mais on voit par exemple que la moyenne d'âge à Clermont, c'est 46 ans. La moyenne d'âge à Nantes, elle est beaucoup plus basse. Voilà, c'est aussi en fonction des conditions, j'allais dire, structurelles locales. À La Réunion, pareil, c'est très très jeune. On a un moyen âge autour de 22 ans. Tu peux me redire combien vous êtes de salariés en incluant les Au personnes total, en insertion? dans l'ensemble, on est une trentaine maintenant. On va passer à 40 quand on aura ouvert notre rédaction inclusive à Paris. Ok. Merci. Externalité écologique, je sais que tu disais que c'était peut-être là où il n'y avait pas forcément... Ouais, voilà. Alors, en dehors du fait qu'effectivement, on fait attention de parler aussi des sujets liés à l'économie locale et circulaire, on est beaucoup axé là-dessus. On va bientôt faire un sujet, par exemple, un reportage sur la ferme de Sarliève, qui est, tu connais Vincent, un projet extrêmement intéressant dans sa mise en place et dans sa réflexion pour la production agricole pensée différemment et pourtant faite sur des terres qui ont été longtemps exploitées n'importe comment. Voilà, on va mettre en valeur ce type de sujet par exemple. Mais on fait ça tout le temps, hein. Là je prends un exemple, mais c'est quelque chose qui nous anime vraiment. Autre sujet par exemple sur lequel on travaille en ce moment, c'est sur la révolution en Iran par exemple. Ça donne aussi une idée des sujets qu'on traite et de la façon dont on essaye de concevoir l'actualité. Ce qui nous permet à la fois de donner à nos auditeurs des informations importantes, mais ce qui permet aussi à nos salariés en insertion de réfléchir à tous ces sujets-là. Et aussi de réfléchir au lien entre les médias et les citoyennes et les citoyens. On sait qu'il y a un vrai problème. Les journalistes sont très souvent considérés comme des salopards qui veulent détruire une façon de penser, par exemple. C'est pas exactement vrai. Je dis ça de ma position de journaliste, mais c'est pas exactement vrai. Et réfléchir à ce qu'est le travail journalistique, c'est aussi intéressant pour nos salariés en insertion, qui vont ensuite, en plus, être après des colporteurs de ça, et qui vont pouvoir expliquer aussi à leurs contacts, à leurs familles, à leurs amis, que les journalistes, ils n'ont pas forcément, je ne dis pas que certains ne font pas leur boulot très mal, mais ils n'ont pas forcément un agenda personnel ou politique, et qu'en fait, ils essaient surtout de faire connaître au grand public des sujets et des actions intéressantes. Le partage du pouvoir, je l'ai dit aussi tout à l'heure, oui. La place des salariés dans la décision ou la progression des salaires, tiens, ça c'est intéressant. Alors, on aimerait bien pouvoir avoir des progressions de salaire positives déjà. Et alors là, c'est écrit progression des salariés, mais c'est bien aussi de savoir la progression des salaires. Alors, des salaires, je finis là-dessus. L'idée, c'est d'essayer de monter les salaires. C'est très difficile, on n'en est pas encore là, mais on a vraiment cette volonté. Je suis incapable de dire aujourd'hui si on sera en possibilité de le faire. On travaille vraiment pour ça. La progression des salariés, ça c'est quelque chose qui va moins nous toucher dans le sens où pour l'instant on est trop petit. Je disais tout à l'heure 30 salariés, mais ça inclut vraiment une structure qui est à la fois sur Clermont et sur Nantes, sur Angers aussi, sur La Réunion. Enfin, c'est assez complexe de, pour l'instant, voir comment cette progression va pouvoir se faire. Mais je peux prendre un exemple. Notre encadrante du chantier d'insertion clermontois, quand on a monté le projet à Saint-Denis de La Réunion, elle a dit bah, moi je suis volontaire, et elle est devenue du coup un peu plus cadre de la structure parce qu'elle est allée monter en autonomie totale ce qui s'est passé à La Réunion. C'était voilà, une petite idée. Je ne suis pas capable d'aller beaucoup plus loin là-dessus, mais ça donne l'idée de la façon dont on réfléchit tout ça. Est-ce que je peux me permettre de te poser la question sur la partie partage de la gouvernance? Tu disais, en effet, par les statuts, tu es contraint, entre guillemets, de partager le pouvoir avec des membres d'administration, un président, présidente, etc. Est-ce qu'il y a des choses en plus qui sont mises en place en dehors de ce qui est demandé par les statuts de ta structure? Et notamment, je sais que souvent dans l'associatif, c'est difficile de donner de la place aux salariés, puisque c'est interdit dans la manière dont c'est écrit les statuts. Est-ce que vous avez mis des choses en place là-dessus? Oui, alors exemple, ça c'est des petites idées, hein, c'est des petites choses qui ne coûtent pas très cher, mais encore faut-il les avoir, ces idées, puis les mettre en place. Par exemple, dans nos conseils d'administration, qui ont lieu à peu près tous les 3 mois, on fait venir des salariés, y compris des salariés en insertion, qui peuvent comme ça assister aux décisions et parfois aussi donner leur avis. Et quand ils donnent leur avis, alors évidemment il y a un système de vote à la fin, mais quand ils donnent leur avis, ça joue, ça impacte le vote. Et puis on a aussi une mise en place en ce moment de ce qu'on n'a pas encore tout à fait nommé, mais qu'on pourrait appeler un comité des anciens salariés. Il faut savoir qu'on a fait passer pour l'instant à peu près 90 salariés en insertion qui ont pour 70% d'entre eux retrouvé un travail stable. Ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un indicateur extrêmement important. Le fonctionnement du chantier d'insertion, c'est ça. Ils viennent chez nous après 10 ans de chômage, 15 ans de chômage, parfois de la prison, parfois des situations qui sont complexes au niveau familial.
Et 70% d'entre eux repartent après leur passage, en moyenne 13 mois, vers l'emploi ou vers la formation diplômante. Donc ça fonctionne quand même très très bien. Les anciens qui ont donc repris leur chemin et qui ont soit réussi à trouver un emploi, soit pas, il y a aussi les 30% restants qui sont restés un peu comme ça dans une situation difficile, on les convoque régulièrement pour définir ensemble et pour créer un peu un CE, un comité d'entreprise finalement, pour définir ensemble comment on va pouvoir attribuer une certaine somme d'argent à des projets personnels qui vont pouvoir aider les salariés actuels de la structure. Ça fait partie des choses qui ne sont pas du tout prévues par aucun statut, jamais, mais qu'on est tout à fait en liberté de mettre en place à partir du moment où on a l'envie, l'idée, et puis un peu d'argent. Tu disais aussi ça tout à l'heure, qui est très vrai. Évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Dans une économie associative, on n'est pas du tout dans le même cadre, mais c'est effectivement, et de manière très importante, quelque chose qui est fondamental. Je veux dire, on ne passe pas une journée avec Charlotte et Francis, nos deux amis là, on ne passe pas une journée à se demander où on en est du fonds de trésor et de savoir comment ça va se passer l'an prochain. Ça, c'est extrêmement important. Et là, on va, pour donner juste un autre chiffre, passer sur le budget 2023 à un tout petit peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça donne une idée, je ne sais pas comment vous en êtes à Pitcher, mais j'imagine qu'on n'est pas du tout dans les mêmes cours, mais ça donne une idée aussi de ce qu'on peut faire avec des économies contraintes quand même. C'est pas un budget gigantesque, mais on essaie de faire en sorte que ce soit bien partagé. On sait aussi, et je fais une petite parenthèse, c'est intéressant de bien axer là-dessus, on sait aussi que les gens maintenant, aujourd'hui, on dit ça beaucoup et on le voit et on le constate, veulent donner du sens à leur travail. Et quand on recrute, nous on a beaucoup recruté ces dernières années, quand on recrute on se dit, génial, très simple, nous on a vraiment un boulot qui a du sens, parce que ça fonctionne, parce qu'on travaille vraiment de manière très précise avec plein de gens qui viennent de partout, enfin, c'est hyper intéressant, hein, on les remet en selle. Et donc on se dit, ça va marcher, on va avoir plein de candidats, mais non, c'est pas vrai. En réalité, ça ne marche pas comme ça. S'il n'y a pas les salaires qui suivent, s'il n'y a pas les conditions qui suivent, ça ne peut pas marcher. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait attention aux salaires et qu'on se dit comment on peut arriver à monter progressivement, lentement mais sûrement nos salaires, parce que sinon on n'arrivera pas. Ce n'est pas uniquement avec du sens qu'on va attirer des compétences, des gens qui sont formés, des gens qui ont envie, qui sont motivés, qui sont un peu des cadors. Nos salariés, ce sont des cadors, mais on est allé les chercher avec les dents. Il a fallu aller les chercher et les recruter de bonne manière. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui être sûr que quand on va recruter notre encadrant ou notre encadrante à Paris, on ait des super bons. Mais à Paris, le problème des salaires, on le connaît tous. Enfin, il ne faut évidemment pas les mêmes salaires qu'à Clermont pour survivre dans une économie comme à Paris. Donc, on sait déjà qu'il va falloir qu'on fasse un gros effort là-dessus. On n'est pas sûr d'y arriver. Et voilà. C'est juste pour dire que la valeur, c'est bien, le sens, c'est bien, mais comme tu disais tout à l'heure, s'il n'y a pas un peu de pognon derrière, ça ne marche pas. C'est vrai. Et partage de la valeur, j'en ai parlé un peu, je sais pas. Oui, partage de la valeur, tu as dit que vous alliez travailler sur les écarts de rémunération. Oui, c'est ça. Fais attention à ça, quoi. Ok. Tu saurais me dire de l'échelle d'écart il faudrait que je calcule rapidement dans ma tête, mais en gros, on est autour de, je peux te donner les chiffres, hein, à peu près de 1003 bruts net, 1000 pour les permanents, hein, 1007, 1008. Ok. Pour des gens qui viennent d'arriver. Très bien. Merci. Donc non, vous avez des chiffres précis. À vous de faire les calculs de pourcentage. Merci Vincent. Est-ce que tu veux faire le même exercice, choisir un indicateur par pilier? Non, il n'y a pas de souci. Sur le pilier stratégie impact positif, pour moi, alors il y a des choses qui se recoupent, hein, bien sûr, entre les différents piliers, mais en gros, tu vois, quand on parle de mission sociale ou éco, de mesure de l'impact du cœur de l'activité, d'achat durable, etc. Là, on est clairement sur de la production, pour moi. Enfin, en tout cas, dans le cœur même de la marque, de ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, on a des indicateurs un peu de partout, c'est-à-dire qu'on a fait des empreintes carbone au produit, donc on a même été dans le détail au produit, parce qu'on connaît les empreintes de comment on transporte, d'où on produit, les bacs de teinture, le filage, le tissage, parce qu'on sait que dans les pays où est tissée la matière, c'est énormément d'énergie fossile, donc on le sait tout ça. Donc il fallait d'abord, avant de commencer à mettre des solutions, et avant de commencer tout le chantier, il faut savoir de quoi on parle. Parce que tant qu'on ne sait pas de quoi on parle, c'est facile de dire oui, mais attends, moi je, c'est toujours le grand facile. Et l'idée, c'est de dire, si on veut vraiment avoir cette vision 360, il faut commencer à regarder comment travaillent certains pays. C'est quoi les réglementations en termes d'énergie renouvelable?
comment on peut les aider à faire leur transition. Là, on est clairement sur la stratégie d'impact. Et c'est de là, quand tu es, nous, tu vois, c'est Turquie, Portugal, Chine, Taïwan, Vietnam, France, et j'en oublie un, Tunisie. Et quand tu regardes tous ces pays, bah, tu vois que les 2 seuls pays qui ont une énergie décarbonée, c'est la France et le Portugal. Tout le reste, c'est ultra carboné, et notamment la Chine avec le charbon. Donc de là, après, tu structures ton truc, et tu dis, bon, comment je transporte ? Comment on fait pour leur faire changer le mindset là-dessus? Parce que c'est con, mais nous, l'énergie est pas chère, enfin, était pas chère. Mais on se posait pas la question. Elle est décarbonée, elle était pas chère, elle est abondante. Bon, bah, ça roule. Mais quand de l'autre côté, on te dit, elle est abondante aussi, elle est pas chère, mais t'occupes pas du reste, et produit crée de la valeur marchande, bon, bah, si t'as pas été conditionné et qu'on t'a pas dit qu'il fallait faire autrement, bah, tu te dis, bah, ça roule. De toute manière, ils s'en occupent. Et c'est toujours ça le truc, c'est, bah, alors ils s'en occupent oui et non, et en fait le truc c'est que demain, l'idée, en tout cas nous ce qu'on pousse pour les COP, etc., c'est par exemple de mettre un green label sur les usines qui produisent à l'énergie renouvelable. Et peut-être qu'un jour, la norme REACH, qui est la norme européenne, va dire maintenant terminé, c'est-à-dire que quand un produit rentre en Europe, et qu'elle ne provient pas d'une usine qui est labellisée, qui a fait toute sa transition énergétique, parce que chez nous, je crois qu'on est à 53-54% d'émissions de CO2, c'est l'énergie. Pour démarrer les piqueuses, pour la teinture, toutes ces choses-là qui demandent énormément d'énergie électrique. Et en fait, le truc, c'est que c'est là où il faut tirer à boulet rouge. C'est là où il y aura un impact. Le transport, je crois que c'est moins de 8% chez nous. Parce que c'est énormément de bateaux, 98% de bateaux. Donc quand on fait le ratio volume transporté versus l'énergie qui est utilisée pour faire démarrer le bateau, bah, effectivement, c'est ce qui a le plus low impact. Le pire, c'est l'avion, bien sûr, parce que tu mets une très faible quantité dans un truc qui crame énormément d'énergie fossile. Donc là, le truc, c'est à chaque fois, c'est dire, n'allons pas se lancer dans un combat où on va avoir très très peu d'impact. Allons plutôt chercher, se mettre ensemble dans un cluster, bon, pas de Covid, mais un cluster d'entreprise, pour justement fédérer et se dire comment on fait changer le mindset. C'est pas Pitcher qui demain matin va faire changer le regard de la Chine, de Taïwan ou de la Turquie sur le fait de ne plus utiliser leur charbon ou de faire leur transition en panneaux solaires, en renouvelables en tout cas, hydraulique, solaire ou éolien. C'est des gros avec nous qui vont amener un nouveau mindset en disant ouais, vous avez peut-être raison, j'ai un intérêt à faire cette transition là, j'ai un intérêt déjà d'image, mais j'ai un intérêt aussi économique à terme. Et c'est toujours, on en revient toujours à ça, c'est comment on amène, comment on fédère, comment on fédère, mais de tous bords pour faire ça. Et ça, c'est clairement des missions qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, la mission de base, c'était effectivement de savoir ce qui se passe, donc de faire les calculs et concrètement de savoir où on en est, ce que ça représente, pour donner aussi des pistes, et aussi mettre en place des mesures qui ont un impact. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dans les achats durables, si je prends des choses concrètes, c'est par exemple de bosser avec Ripac pour toute la partie B2C. Parce que mine de rien, c'est des envois, le B2C, c'est de la conso. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on achète tout sur Internet, donc... et puis l'idée, c'est pas de dire faut tous qu'on regarde nos pompes, c'est pas ça l'idée, c'est de dire comment on fait pour que justement l'acheminement se passe le mieux possible et le plus low impact possible. Donc Ripac est une des solutions, le fait d'avoir enlevé les polybags aussi des produits. Polybag, c'est ce qui protège, donc c'est le film plastique qui protège un produit, normalement jusqu'au moment où on le met dans le magasin. Et ben, ça peut paraître con, mais aujourd'hui, il y a très 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 peu de marques, que ce soit dans le textile ou dans tout autre secteur d'activité, qui le font. Et aujourd'hui, on a enlevé 95% des polybags. En gros, les produits clairs comme le blanc, c'est un peu compliqué. S'il arrive tout pourri dans le magasin, de toute manière, le magasin va nous le retourner. Donc il va reprendre un transport pour aller dans une machin, qui va revenir jusqu'à chez nous pour qu'on constate. Et là, on retombe dans une idiotie. Donc l'idée, c'est toujours de bien avoir en tête que comment on peut avoir un réel impact, qu'est-ce qu'on enlève, comment on l'enlève. Et tout ça, ça a été des moments de travail avec d'autres boîtes. On avait parlé avant d'enlever le polybag, on s'était dit est-ce qu'on ne peut pas avoir le polybag qui est... Alors on avait les polybags qui étaient compostables industriellement parlant, mais pour le composter, il faut utiliser énormément d'énergie. Donc est-ce que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas? Et on est parti dans ce mindset-là, et du coup, parce qu'il y avait aussi tu
tu sais, le plastique soluble. Bon, au final, ça laisse des microplastiques, c'est une vraie saloperie, donc il ne faut surtout pas faire ça. Mais, par exemple, fausse bonne idée, clairement. Alors, gadgetement parlant, c'est cool, parce que tu vois le truc qui disparaît, tu es là, ouais, c'est bien. Mais en fait, non, c'est pas bien, et ça rentre dans les fausses bonnes idées. Et tout ça, il a fallu en discuter, travailler, avoir des groupes de travail qui ont été faits en extérieur aussi avec d'autres entreprises qui cherchaient aussi les mêmes choses que nous. Donc ça, c'est aussi ce côté fédérateur. Et nous, on se place en agitateur d'idées autour de ces choses-là. Si on passe après dans les externalités sociales, ce qu'on va avoir, nous, c'est tout ce qu'on appelle le mécénat de compétences, le bénévolat. Qu'est-ce qu'on va avoir bien sûr, toute la politique handicap, toute la politique égalité femmes-hommes. Ça, c'est, mais je crois qu'on en parle un peu plus loin. Non, c'est là. Non, c'est là. Donc ça, c'est... de toute manière, ici, il y a plus de femmes que d'hommes, déjà, premièrement. Donc on y est totalement, même un peu plus loin. Et ça, depuis le départ. Mais en fait, ça s'est fait naturellement. Ça n'a pas été quelque chose qui a été réfléchi en se disant « Ouh là là, attention ». Ça a vraiment été quelque chose de naturel. Et bien sûr, la politique de handicap. Alors ça, en fait, c'est venu d'un truc tout bête. C'est que, en fait, on a toujours eu une politique de handicap claire, c'est-à-dire qu'on intègre tout le monde. En fait, on ne fait pas de différenciation sur les CV, etc. En plus, on passe par des groupes extérieurs qui, voilà, donc il n'y a pas de... Pour nous, il n'y a pas de ça, mais on n'a jamais dit qu'on avait une politique de handicap. Oui, ça, on en parle. Parce qu'elle est naturelle. Parce qu'elle est naturelle, Ouais, mais le fait de ne pas le dire, intéressant. tu vois, le fait de ne pas le dire, du coup, ça faisait comme s'il y avait un espèce de frein, comme si on était un peu réfractaire, genre de truc, alors pas du tout. Pour la simple et bonne raison, et ça je me le suis pris dans les dents, c'est que moi-même je suis handicapé, je suis sourd d'une oreille, donc c'est pour ça que je me tourne un peu vers toi pour écouter quand tu me parles. Mais du coup, c'est con, mais j'avais eu cette discussion avec une personne justement qui gère ça à Clermont, et je lui disais, mais en fait, le truc c'est qu'on n'a pas tant de CV que ça. Et il me dit, et toi, tu l'as mis sur ton CV que tu étais sourd? Je dis, bah non. Et il me dit, bah voilà. Faut parler des choses. Communication, communication, communication. Faut présenter les choses, faut en parler, et faut accompagner. Et ça, on ne le faisait pas alors qu'on a une politique qui est claire. Justement, tu dis qu'il faut accompagner. Est-ce que vous avez mis quelque chose pour accompagner? Du coup, voilà, maintenant on a une personne en interne qui est dédiée à ça, plus une personne qui est en extérieur, qui est une consultante, qui nous aide justement à mettre en place tous les outils de communication pour avancer là-dedans. Tu vois, typiquement, là, on est en réflexion sur, par exemple, les assortiments pour aider justement les malvoyants, même les non-voyants, à avoir le bon assortiment. Juste en touchant, où tu sais que le triangle, si tu as un triangle en haut ou un triangle sur un bas, c'est potentiellement une tenue complète qui match. Tu vois ce que je veux dire? C'est con, mais c'est des petites choses comme ça qui font avancer le schmilblick aussi. Et c'est pas compliqué à faire. En tout cas, pour les fabricants, c'est pas compliqué. Ça n'a rien de compliqué. Et ça, c'est les idées un peu créatives que justement tu trouves à plusieurs cerveaux, en prenant des personnes aussi avec des yeux nouveaux, en fait. C'est con, mais c'est comme quand on a démarré. Sur les externalités écologiques, donc le mesure de l'empreinte carbone, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on a été vachement loin, mais ça c'est aussi Bicorp qui nous aide à aller de plus en plus loin. L'utilisation des ressources naturelles, c'est ce que j'ai dit sur la partie utilisation de l'énergie. Donc ça, effectivement, on est à fond dedans. Puis l'économie locale et circulaire, forcément. J'aimerais bien que tu en parles un petit peu plus, parce qu'il me semble, je ne suis pas sûre, que Picture travaille aussi avec des entreprises du territoire, notamment bien sûr. sur... Ouais, typiquement, là on est en discussion avec Carbios, justement, sur la régénération du plastique recyclé, par exemple. On bosse aussi avec le milieu associatif et notamment avec la ferme urbaine. Alors, on n'a rien à voir ensemble en vrai, mais la réalité c'est que ça fit, je veux dire, le fait d'apprendre à cultiver quelque chose, en tout cas de ne pas passer ton entre-midi et deux sur YouTube. Enfin moi je préfère, j'ai rien contre YouTube, mais je me dis que déjà dans la limite d'utilisation des données, de l'énergie, etc., le fait de se dire qu'entre midi et deux, tu vas justement, tu as ton jardin collaboratif, tu as les équipes qui sont motivées, et que le soir tu peux repartir avec ce qu'il faut pour faire la soupe pour les gamins, etc., c'est cool. C'est un autre truc que tu partages en équipe, qui font un peu style team building, mais bon, il est dehors, et puis ça marche super bien, on a quand même bien récolté cet été, c'était cool. Pour les apéros, c'était parfait, et les tomates cerises, etc. Donc, et ça, on avait besoin aussi de quelqu'un qui vienne nous expliquer quoi planter où, quand, comment faire, et puis donner des tools, donner des tips, fédérer, exciter un peu la communauté, etc. Et ça, c'est Laurent Rohr et Claire qui, avec, bien sûr, maintenant,
ils sont avec la fondation Leur Destiny, donc Henri et Fanny, où on bosse vachement bien ensemble et on a créé vraiment une communauté très cool autour de tout ça. Et ça, par exemple, bah, c'est une des actions qu'on peut avoir. Partage du pouvoir, bah, ça, bien évidemment, dans une structure comme la nôtre, on est à peu près à plus de 90 personnes. Alors, on est obligé d'avoir quelque chose d'assez pyramidal, mais ce que j'aime pas bien, mais c'est quand même comme ça. Parce que mine de rien, il y a des personnes qui aiment la stabilité, d'autres qui préfèrent être polyvalents, libres, etc. Il y a un peu de tout. Donc du coup, il faut qu'à un moment donné, il y ait quand même un bout de cadre si on veut pas que ça parte à volo et qu'il y ait du turnover un peu dans tous les sens, parce que ça, c'est aussi une catastrophe dans les boîtes. Donc l'idée, c'est vraiment au contraire de garder les personnes avec nous, même si on sait qu'aujourd'hui, on passe plus toute notre vie dans une entreprise. L'idée, c'est de dire, c'est une grande famille. Donc l'idée, c'est d'être là, de pouvoir proposer des choses pour vivre aussi d'autres expériences au sein même de la boîte. Il y a encore quelques années de ça, on ne pouvait pas, parce que le même problème que toi, c'est qu'on était trop petit en termes de taille, en termes de nombre de personnes, et tu n'as pas forcément 2 personnes sur le même métier, donc tu ne peux pas proposer des mutations dans tous les sens, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on peut le faire, on le fait. Donc on a toute une politique autour de ça. Et ensuite, dans le partage de la valeur, alors on a ce que j'explique pas aussi, c'est qu'on a des COMOP, on a des COMEX, enfin des COMEX. J'aime pas bien ce nom-là, encore une fois, mais c'est plutôt des genres de comités de vision. On appelle ça la Smart Team Pitcher 2030, voilà. Et on embarque en fait les équipes autour de ces sujets-là. En plus des réunions d'info générales qu'on fait avec tout le monde, que tout le monde peut participer, proposer des choses, où tout le monde vient parler justement à ce moment-là de son métier, etc. Ça, c'est ce qu'on fait. Et après, dans le partage de la valeur, pouvoir de toute manière, tout le monde l'a un peu avec justement les objectifs Bicorp, parce qu'il faut transformer son service et chaque service a sa part de responsabilité pour aller chercher des points. Parce que l'objectif, c'est d'aller chercher Patagonia, pour le coup, qui sont à 150 points, et là, on s'est fait réauditer, on est à 120. Enfin, on va passer à 100. Objectif Patagonia. Objectif Patagonia. Et tout le monde est ultra motivé en se disant faut qu'on les bouffe. Gentiment, positivement, mais c'est vraiment... Et c'est cool, parce que t'as vraiment une espèce d'émulation d'équipe qui dit bien sûr qu'il faut aller les chercher. Donc c'est une petite anecdote. Et partage de la valeur, ça pareil, sur toute la politique des salaires, donc ça on est exactement pareil que toi là-dessus. C'est-à-dire, du coup c'est-à-dire réduire les écarts, parce que forcément tu as les personnes qui viennent d'arriver et des personnes qui sont là depuis longtemps, tu as des gros postes, tu as des postes aussi qui ont des variables, comme la partie commerciale, tu vois. Donc ça peut vite aller taper sur des gros salaires, et en fait l'idée c'est d'arriver à lisser tout ça, en tout cas de bien l'expliquer, ça aussi. Parce que tu as des métiers où tu as ces variables-là, il faut bien l'expliquer pour pas frustrer, créer des bruits de couloir, créer du... Enfin voilà. Donc l'idée c'est d'avoir cartographié tout ça, que chacun ait des fiches de poste bien claires, avec les maximums de paliers qu'on peut avoir sur chaque type de poste, mais en proposant bien sûr des alternatives pour pouvoir aller chercher un peu plus loin. Et tout ça, on l'a bien écrit, on l'a bien présenté, on l'a bien partagé pour que tout le monde ait bien en tête ce qui se passe chez les uns, chez les autres aussi. Qu'il n'y ait pas de fantasmes ou de choses comme ça, quoi. Et ça, c'est important. Et le variable, ouais. Est basé sur quels critères? Ça peut être... en fait, c'est différentes choses. Tu as du quali et du quanti. C'est très classique. Hein. Okay. Mais tu as plus de quali que de quanti chez nous. Donc forcément, pour des personnes, pour des commerciaux qui ont été habitués à commercer, ça leur fait un peu bizarre, parce qu'ils sont pas... C'est pas parce que tu vas vendre 5000 sacs de plus que tu vas toucher plus. Et ça, du coup, c'est... Mais ça, c'est intéressant. De ce monde-là, ça fait bizarre pour des personnes qui viennent de ce monde-là. Oui. Mais voilà, pour nous, c'est plus du quali, c'est être présent en boutique, mieux vendre, c'est-à-dire mieux... Pas vendre un produit pour vendre un produit, on vend un produit pour une pratique, pour un besoin. Si la personne n'en a pas besoin, il ne faut pas le vendre. C'est pas ça le mindset de la marque. Et c'est vraiment là où justement on les incite à aller plus sur le terrain pour des cliniques de spirit de marque et pas de vente. Ça, tu vends ça, cette histoire, parce qu'il a ce gadget, tout ce machin, c'est pas notre truc. C'est intéressant, la partie rémunération variable. On a des entreprises notamment du mouvement qui testent de justement mettre des critères sociaux et écologiques sur la rémunération variable de certains de leurs salariés. Typiquement, oui, c'est ce qu'on fait. Notamment sur la partie déplacement. Tu vois, on a mis en place aussi alors, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une espèce de... comment elle s'appelle, cette prime? Voilà, merci.
Merci Pierre. Je m'étais perdu là-dedans. Et alors on avait mis tout un jeu en place où tu gagnais plus de points et plus de primes si tu venais par exemple en transport en commun déguisé. Donc tu avais plein de petits trucs comme ça pour aller vraiment loin dans la démarche. On a mis en place aussi l'aide pour l'achat des vélos, la compensation de ce que donne l'État. Mais on a incité aussi les sales à se déplacer en train. Alors des fois ils se déplacent très loin. Et on a notamment 2 personnes qui gèrent l'export et qui ont fait quand même un road trip assez costaud en train et fini en vélo, justement, donc dans tout le nord, donc partie d'Allemagne, donc Allemagne jusqu'en Norvège, Suède, Finlande, etc. Donc tout ça en train et en vélo pour aller voir les boutiques. Sympa. Donc ça a pris un peu plus de temps que d'habitude, mais ça se fait et aujourd'hui, tu vois, c'est calé dans les... Et c'était ok pour vous, pour la direction, de dire qu'ils vont prendre autant de temps pour le faire mais oui, bah, bien sûr, oui, totalement. C'est même, tu vois, on a des quotas pour utiliser l'avion le moins possible chez nous, parce qu'on a vraiment ce... Bon, avec l'arrivée de la visio, etc., c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses aussi. Mais chez nous, tu as des quotas. C'est-à-dire que tu peux pas le prendre plus de... Tu peux t'échanger un quota entre un salarié, mais à un moment donné, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Tu n'as plus le droit de prendre l'avion, donc tu te démerdes. Donc il faut bien gérer, en gros, tes nouvelles portes ou en tout cas, tes rendez-vous que tu dois faire réellement en présentiel aux États-Unis, ou machin, etc. Parce qu'à un moment donné, bah, en fait, on ne paye pas. Super intéressant. Donc tu vois, c'est con, mais ça incite à se dire, bon, bah, on fait gaffe, quoi. Combien de quotas par personne? Alors ça dépend par typologie de service, mais je crois qu'on ne dépasse pas les 4 ou 5 allers-retours. Il me semble que C'est le maximum. Jean Covici, il milite pour 4 fois prise d'avion par citoyen. Et c'est, bah, en fait, on l'a pas sorti de notre chapeau, hein, c'est qu'on suit vachement ce que fait Carbone 4, pour le coup. Et on avait trouvé cette idée très, très bonne, très forte. Et au contraire, c'est un site. Et puis en vrai, on n'est plus obligé de se déplacer, quoi, de partout, tout le temps. Vaut mieux se déplacer une fois pour s'ouvrir les chakras, pour les rencontrer, tu vois. Ça, c'est beau, il faut pas le perdre non plus. C'est pour ça qu'il faut pas non plus tout pointer du doigt. Moi, c'est ma pensée première, mais c'est ce qu'on diffuse aussi dans l'entreprise, c'est de dire qu'il ne faut pas non plus avoir honte à un moment donné de prendre l'avion pour aller découvrir une culture, et même de se découvrir soi-même aussi dans l'aventure, tu vois. Faut pas tout non plus flinguer du jour au lendemain et tout arrêter, parce que ça fait du bien tout ça. Mais du coup, il faut le faire raisonnablement. Encore une fois, on revient sur la sobriété, sur le raisonnable, sur raisonner. C'est vraiment la parole qu'on a. Ok. Quelqu'un peut me dire l'heure qu'il est? Ouais, Qui me dit du temps. Combien? 11h45. Ok. J'avais plein d'autres questions à vous poser, mais pas de souci. On va avancer peut-être. Tu voulais dire quelque chose, Benoît? Non, mais c'est tellement vrai. Enfin, ce que tu dis sur l'avion, notamment. Enfin, il faut pas non plus arrêter. Enfin, nos salariés en insertion qui sont à la Réunion et qui cherchent du boulot et qui cherchent des débouchés, ils vont pas venir ici en métropole à la rame. Donc en fait, c'est évident. Enfin, tout comme d'ailleurs sur le partage du pouvoir et de la valeur, l'horizon c'est pas tout niveler, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Donc on est bien d'accord que on fait des efforts, il faut faire des efforts. Il y a quelque chose qui est inscrit, mais à un moment donné, il y a aussi des réalités et puis des façons de faire. Il ne faut pas tout aseptiser. C'est tout à fait ce qu'on dit. Et d'ailleurs, ce que souvent on remarque au mouvement Impact France, c'est les entreprises qui essayent d'être les plus vertueuses sont souvent les plus sensibles à se faire montrer du doigt dès qu'il y a un petit truc qui n'est pas vertueux. Alors qu'en face, les entreprises les moins vertueuses, quand elles font un petit truc qui est bien, elles sont montrées waouh, c'est magnifique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le tribunal des réseaux sociaux. Ça va à une vitesse, mais alors phénoménale, pour des fois quelque chose où la personne n'a pas lu jusqu'au bout. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne prend pas le temps de raisonner intelligemment à quelque chose où, en fait, on est dans la réac, à chaud. Ça tape à chaud, et en fait, on prend même pas le temps de finir de lire. En fait, on a lu le titre, et tout de suite, alors que s'il avait lu jusqu'au bout. Oui, bien sûr. C'est tout le problème de la nuance qui disparaît beaucoup. Quand on a pris l'habitude tous et toutes là, de communiquer en 140 caractères sur Twitter, on a perdu tellement de nuances. Alors que c'était 80, ouais, voilà. Maintenant, c'est 80, mais, ça existe encore Twitter Encore aujourd'hui, mais on verra demain. En tout cas, ça a été racheté, je crois. Ouais. Le truc de la nuance est extrêmement important. Ça, c'est ce qu'on fait aussi en éducation aux médias et à l'information. C'est des choses qui ne sont pas palpables. On ne peut pas donner des résultats là-dessus. Après un atelier d'éducation aux médias et à l'information, on ne peut pas dire
on a tant de pourcents de réussite, on ne sait pas. Mais en fait, on donne un peu des façons de penser pour essayer de remettre de la nuance. Lisez les articles jusqu'au bout avant de les partager, par exemple. Enfin, c'est con. Écoutez-vous, finissez d'écouter avant de reprendre la parole derrière. Enfin, c'est des choses comme ça qui sont... on ne peut pas les quantifier, on ne peut pas mettre ça dans un tableau facilement, mais c'est fondamental. Et on fait ça beaucoup, beaucoup. Et toute langue porteuse, et je reviens là-dessus, mais c'est organisé autour de l'éducation aux médias pour essayer justement de remettre ce genre de réflexion et de temps de la réflexion et de nuance, la nuance. La nuance, c'est... Oui. Je suis bien d'accord avec toi. Ah ouais, mais c'est fondamental. Merci en tout cas. Je vais aller beaucoup plus rapidement parce que je pense qu'on a déjà beaucoup abordé tous les sujets qui vont suivre. On l'a su aussi. Du coup, ce qu'on présente, nous, sur ce deuxième temps, c'est comment une entreprise qui n'est pas impact native peut commencer à mettre des choses en place pour mettre l'impact au cœur de sa stratégie. Donc on parle de notamment intégrer une mission sociale et écologique grâce aux objectifs du développement durable donnés par l'ONU, pour justement se baser sur un des objectifs durables et en faire l'objectif et orienter son cœur d'activité là-dessus. Je pense qu'on a déjà bien compris vos sujets sur ce sujet-là. On a aussi toute la partie d'être capable de mesurer l'impact positif que le cœur d'activité génère. Là, on ne parle pas de mesurer l'impact sur 360, l'impact carbone, etc. Mais là, quand l'entreprise, la structure génère un impact positif, qu'elle soit capable de mesurer. Ok, elle emploie des personnes en insertion, combien de personnes retrouvent un emploi après? Ok, elle fait tel effort sur de l'impact écologique, comment elle permet de recycler tant de choses. Donc de pouvoir mesurer et d'après communiquer, parce que malheureusement parfois on a plus de personnes qui communiquent avant de mesurer vraiment plus d'entreprises qui communiquent avant de mesurer ce que vraiment elles génèrent comme impact positif. Donc ça faisait partie des sujets qu'on met en avant, de vraiment faire un travail sur le cœur de métier de l'entreprise et de travailler sur la chaîne de valeur. Donc on en a déjà parlé avec vous, mais donc de travailler sur ses achats, ses fournisseurs, ses prestataires, de travailler sur la manière dont on travaille avec eux, sur les cahiers des charges qu'on peut mettre en place, les chartes avec eux, et de pouvoir ensuite communiquer sur les engagements et l'impact positif généré grâce à ça. Pareil, je pense qu'on peut avancer là-dessus. Et enfin, alors nous on précise que c'est un bonus, hein, on ne dit pas que les entreprises non labellisées ne sont pas des entreprises qui vont vers l'impact, mais on pense que certaines labellisations, certaines certifications, certains agréments permettent à l'entreprise, et comme Vincent l'a dit avec la labellisation B Corp, permettent aux entreprises d'aller encore plus loin dans les réflexions de leurs actions et de se mettre un cap et avoir aussi derrière une aide pour y aller plus loin. Donc on vous a fait une cartographie des labels généraux et des labels par secteur aussi. Voilà, je ne sais pas si Benoît, toi, est-ce que l'onde porteuse a un agrément, peut-être agrément ISUS ou Alors pas, non, pas encore. C'est des choses sur lesquelles on réfléchit, mais je rejoins ce que tu disais sur le côté vertueux et l'importance des labels. Par exemple, nous, en tant qu'organisme de formation, on fait beaucoup de formations professionnelles. On se finance aussi beaucoup comme ça, parce que l'insertion, en fait, c'est quelque chose qui ne permet pas à une structure de vivre. C'est vraiment quelque chose qu'on fait parce qu'on a envie de le faire. Et donc, pour financer tout ça, on a un modèle qui nous permet de reposer un peu sur la formation professionnelle. Et là, on a besoin, de manière, j'allais dire, normale et classique, d'un label qui s'appelle Calliope et qui nous permet d'organiser avec une vraie démarche qualité des bonnes sessions de formation professionnelle. Au début, on a regardé arriver ce label Calliope, parce qu'il date d'il y a 2 ans. C'est la dernière réforme de la formation, avec un peu de crainte, évidemment, parce que ça nous a changé complètement notre façon de faire. Alors juste qu'on venait de commencer la formation, nous on a 7 ans, donc la formation on fait ça depuis 6 ans, et donc quand la réforme est arrivée, on venait juste de commencer, on était des bébés. Donc on l'a vu arriver avec beaucoup de crainte, et en réalité, non, il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui est emmerdant, il faut voir ça comme quelque chose qui est très vertueux, et qui aide de toute façon, alors après ça dépend des labels, évidemment, et de la façon dont ils sont conçus, mais qui aide vraiment à augmenter la qualité et à proposer quelque chose qui est cohérent et pertinent. Je peux juste
dire aussi 2 mots de la France s'engage, qui est une grande fondation qu'on connaît bien dans le SS, qui permet de faire du changement d'échelle ou de l'essaimage. Et on a obtenu le concours de la France s'engage l'an dernier, et pareil, ça a été aussi quelque chose de très contraignant. Au début, on voit ça comme des tableaux à remplir, des critères insupportables, mais en réalité, là, on y allait, c'était une vraie démarche d'aller solliciter la fondation. Et quand on a gagné cet appel national de la France s'engage, ça a tout changé aussi dans la structure, pas uniquement par la somme d'argent assez conséquente qu'on a pu recevoir, pas uniquement par les accompagnements professionnels de cabinets, conseils juridiques, stratégiques, financiers, les avocats avec qui on travaille aujourd'hui, qu'on n'aurait jamais pu toucher dans notre modèle d'avant, mais aussi par ce que ça implique en termes de façon de faire et d'obligation. Tu parlais de mindset tout à l'heure, mais voilà, d'obligation de voir les choses d'une autre façon pour le bien, quoi, pour le bien de la structure, pour le bien de ses salariés, pour le bien aussi pour augmenter sa mission, quoi, enfin pour augmenter son impact en tout cas. Donc oui, les labels, après, je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais c'est évidemment, quand on a identifié des procédures et des labels qui peuvent être vertueux, il faut y aller. Merci beaucoup. Merci Vincent et Benoît. Pas de souci. Est-ce que vous avez des questions? Et ensuite, je vais vous mettre par petits groupes pour que vous puissiez partager, vous, dans votre entreprise, les actions qui sont mises en place et celles que vous voulez mettre en place à 3 ou 6 mois ou 3 ans. Oui. Je voulais remercier Vincent et Benoît. Vincent pour nous accueillir, une générosité toujours importante quand il y a des événements qui touchent le cœur et des sujets d'impact, comme je te remercie. Benoît pour ce que tu as apporté. C'est peut-être une question, mais en fait, qui a envie de devenir adhérent du mouvement Impact France? Parce que je suis le seul adhérent de toute l'Auvergne. C'est pas vraiment une question. Eh ben, si tu veux. Ouais. Tu vois. Voilà, parce que c'est réglé. C'est cool d'être plusieurs. Alors pourquoi j'y suis? Ma boîte s'appelle Regard Mêlé. Pas uniquement parce que je louche, mais aussi parce que c'est une société à mission. Et je suis leader pour accompagner les entreprises qui font ça. Et je vous assure, être adhérent du mouvement Impact France, ça nous permet d'avoir une plateforme où on n'est plus dans nos chapelles de Lucie 26 000, société à mission, entreprise et machin. Et quand vous êtes adhérent, vous pouvez participer à l'université d'été de l'économie de demain. Oui, c'était le 30 août cette année, c'était juste incroyable. On était 2000 à Paris, on était à Paris 1 quand elle fonctionne bien. Voilà, donc pour ça. Et puis sur le Massif central, avec quelques fêlés, on est en train de lancer la Convention des entreprises pour le climat Massif central. Donc l'enjeu, c'est d'avoir 60 entreprises, dirigeants et ce qu'on appelle un panel de champions, ça fait vachement bien de dire pour avoir un mouvement pour rendre irrésistible la redirection écologique. Voilà. Et donc, c'était peut-être plus une intervention qu'une question. J'en ai marre d'être tout seul en Auvergne. C'était de la J'avais pub. levé le nombre d'adhérents. Voilà, on va faire une augmentation de 100%. Mais je serais bien pour des augmentations plus importantes. Enfin, moins en pourcentage, mais mieux en nombre. Donc Tu es notre nous aussi, meilleur on prêche ta ambassadeur. parole. Pas de souci. Et du coup, pas de questions du tout? Non, j'ai déjà entendu. Bah, merci pour ce moment de pub. On a une question. C'est quoi aujourd'hui votre plus grand défi à chacun? Au stade d'avancement, c'est quoi votre grand défi? Bah, si tu veux, Le plus gros défi, c'est le vrai défi en fait, c'est qu'il faut gérer avec aussi la géopolitique. En fait, tout ne dépend pas que de l'entreprise. Même si l'entreprise a un impact certain, elle peut faire beaucoup de choses, suivant sa taille, sa force de frappe politique, etc. Mais on ne peut pas tout faire. À un moment donné, quand tu as des conflits un peu à droite, à gauche, tu as une espèce de repli sur soi-même. Chaque pays se revient un peu aux origines de sa naissance de pays. Et en gros, on va dire le côté hyper échangeur de la mondialisation qui a amené aussi tout un tas de conneries, ça fesse un peu, en fait, le logiciel bug. Et quand il bug, c'est très compliqué de faire passer les messages. Et c'est très compliqué de transformer. Parce qu'on dit, non, mais attends, t'as vu le bordel que c'est là, fous-moi la paix 2 minutes.
Et ça, tu vois, ces tensions qu'on peut avoir géopo et économiques, parce que de toute manière, dès qu'il y a une tension politique, tu as une tension économique et vice-versa. Et aujourd'hui, les vrais enjeux, c'est d'arriver à assainir tout ça, ou en tout cas de passer au modèle 3.0 de l'économie mondiale, du libéralisme ou de la mondialisation, où on l'appelle comme on veut. Mais cette version 3.0 se veut normalement beaucoup plus vertueuse, plus ouverte, plus... Mais pour ça, il faut qu'il y ait une étape qui soit passée, c'est que les politiques se mettent d'accord. Parce que sans ça, de toute manière, il ne se passera pas grand-chose. Sincèrement. Tant qu'on n'aura pas passé à cette économie 3.0, ça va être compliqué. On le voit. Tensions sur les devises, on a des tensions sur le transport, on a des tensions sur les matières premières. Et le repli sur soi-même fait qu'il faut spéculer dessus. On spécule sur la monnaie, on spécule sur les matières, on spécule... Ce qui ne va pas du tout dans le sens de l'éco. Donc on revient un peu en arrière avec toutes ces conneries d'une poignée de gens qui font des bêtises. Alors ça paraît très enfantin et peut-être un peu con de dire ça, mais aujourd'hui le constat, c'est ça. Le métier est beaucoup plus compliqué à faire. Ça donne beaucoup plus de choses à discuter, en tout cas pour la partie journalistique. Mais aujourd'hui l'enjeu, c'est ça, c'est d'arriver à remettre un peu à plat ces choses-là et reprendre les conversations, en tout cas reprendre les discussions là où elles se sont arrêtées avant le Covid. Là. En tout cas pour moi, pour ma partie, dans mon secteur d'activité, c'est ce que je vois. Le jour où le Covid est arrivé, tout c'est un peu... Alors, il y a eu plein de choses sur notamment la relocalisation, ce genre de choses-là, mais qui finalement aujourd'hui n'est pas faisable, en tout cas nous, à l'instant même où on est en train d'en parler, tant que le transport n'a pas fait sa mutation énergétique, on ne peut pas parler de ça concrètement. Mis à part dire que le blouson, au lieu de coûter 400, il coûtera 1400. Et en fait, plus personne ne l'achètera parce qu'il n'y aura pas d'intérêt. Et les gens continueront à acheter les autres choses. Donc c'est... Voilà, tant qu'on n'a pas... Le Covid a eu un bon... Alors... Un bon, c'est pas le bon mot, mais en tout cas ça a eu un effet positif, notamment sur le fait de moins utiliser l'avion à tort et à travers, en tout cas les transports à tort et à travers, en utilisant un peu plus des outils de communication, de collaboration en ligne. Derrière, ça a accéléré aussi des modes de pensée en se disant, bon ben, effectivement on peut faire autrement. Donc ça a accéléré tout ça, ça a accéléré beaucoup de choses, mais il y a des choses où les gens se sont arrêtés, qui ne sont pas encore réellement faisables. Et du coup c'est devenu limite un standard. Mais un standard qui ne fonctionne pas exactement comme ça, comme on aimerait que ça fonctionne. Donc il y a plein de petites étapes, et c'est pour ça, encore une fois, il faut en parler. C'est pour ça que, dans ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de prises de parole aussi, d'échanges. Après, si on se trompe, hein, et puis encore une fois, il faut se tromper pour avancer, c'est pas le sujet. Mais c'est, voilà, on sent qu'en 2021, là, il y a eu une rupture un peu des discussions qui allaient plutôt dans le bon sens, de tout ce qu'ont incité justement des boîtes comme vous, comme Carbon 4, etc., où ça avançait, où ça faisait vraiment avancer les méthodes de pensée. On sent qu'il y a eu un petit moment de rupture, on est tous repartis un peu dans nos travers. J'ai un peu cette impression-là. Nous, le défi, c'est de réussir notre changement d'échelle et notre essaimage, puisque donc on est né ici à Clermont. On a vraiment cette démarche maintenant d'essaimer au niveau national. C'est pas facile à faire, c'est pas facile de changer d'échelle quand on est une entreprise avec les reins un peu solides et qu'on se dit tiens on va aller conquérir d'autres marchés, mais c'est encore moins facile pour une association qui n'a pas forcément les reins aussi solides et qui quand même a envie d'aller, alors non pas conquérir des marchés, mais au moins développer ces concepts, notamment celui pour nous là de l'insertion par la radio. Donc c'est de réussir ça, notre plus gros défi, et puis c'est un défi de visibilité aussi. On aimerait bien être plus visible, plus... on est en train de monter vraiment en gamme sur la qualité de nos productions radiophoniques. On veut visibiliser le travail de nos salariés en insertion, et donc ça va passer par un travail de publicité autour de notre nouveau média. Voilà. On crée un média qui s'appelle Le Chantier, et on veut vraiment que ça fonctionne pour que le travail de nos salariés en insertion soit visible et pour qu'on puisse vraiment voir, pour que le grand public, ou en tout cas différents publics, puissent voir que, effectivement, ouais, c'est pas parce que on vient de passer 10 ans au chômage qu'on ne sert plus à rien, quoi. C'est ça l'idée, vraiment, de base. Donc, c'est vraiment nos deux gros défis là du moment.
Merci, je vous propose que vous échangiez entre vous. Donc, il y avait des marguerites qui étaient créées, mais n'hésitez pas à rejoindre certaines qui sont créées.